Bonjour et bienvenue sur YouNmind TV. On vous accueille aujourd'hui à Bordeaux. Nous sommes au salon européen du drone professionnel. Allez hop, suivez-moi, on y va. Nous nous retrouvons maintenant sur le stand de l'UAV Show de Vector Aircraft. Est-ce que Radu, vous pourriez un petit peu nous présenter cette énorme machine qui est derrière, nous expliquer un petit peu? C'est une drone qui peut soulever 125 kg, comme vous avez vu sur la vidéo, et voler 30 minutes avec cette charge. Elle est faite pour tout ce qui a besoin d'une charge assez importante. Et nous avons un brevet parce que avec une charge assez importante, c'est aussi important. Une machine fiable. Fiable, voilà. Et ici, nous avons un brevet. C'est une machine avec des bras indépendants. Ça veut dire que chaque bras est là, ici, tout ce qu'il faut. La batterie, le contrôleur, le moteur, l'hélice. Il n'y a rien qui va d'un bras à l'autre. Et ce n'est pas avec les batteries là-bas au centre, et s'il y a quelque chose dans un bras, ça se retrouve dans les autres bras avec des problèmes et tout ça. Une très très grosse redondance, c'est ça. Voilà, et on met dans chaque bras une parachute pyrotechnique qui peut s'ouvrir en moins d'une dixième de seconde. Et avec les 8 parachutes, ça vient très doucement sur Terre. Et ici, au milieu du bras, il y a un petit système pour le feu. Si ça prend feu, quand il arrive là-bas, s'éteint et ça reste dans le bras. Elle s'appelle Octopus parce que la pieuvre en français, on nous dit qu'elle a 9 cerveaux, un cerveau central et un cerveau dans chaque bras. Et c'est le même système que nous avons ici. Eh bien parfait. Merci beaucoup Ridou. Je me trouve maintenant devant le stand de Skipper NDT. Je suis avec Ludovic. Ludovic, bonjour. Bonjour. Donc on est devant un M300, hein, jusque-là rien de nouveau. Par contre, il a quelque chose d'un peu spécial d'installer. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ce que c'est? Oui, alors c'est effectivement un M300, aucune modification sur ce drone. La plus-value, c'est notre barre de mesure que nous avons développée en interne avec une carte électronique et les softs qui vont avec. La barre de mesure est équipée de capteurs magnétiques et ces capteurs magnétiques sont capables de détecter le champ magnétique des canalisations enterrées. Donc ça peut être des canalisations de gaz, de pétrole ou d'eau. On a quelque chose vraiment qui va chercher une canalisation magnétique qui est enterrée donc de manière assez profonde, hein, si je comprends bien, avec cette barre en carbone, du coup, qui va détecter ces canalisations. Voilà, c'est ça. Les canalisations, en général, sont enterrées entre 1,50 m et 2 mètres de manière usuelle, standard, sauf lorsqu'il y a des obstacles, comme une rivière qu'on peut voir, par exemple, ici. Du coup, la canalisation plonge sous la rivière et on arrive à des profondeurs assez conséquentes, puisque de 2 mètres, on peut passer à plus de 10 mètres. Quand vous rajoutez la hauteur de la colonne d'eau et de vol du drone, on peut facilement atteindre une distance drone canalisation de l'ordre de 15, voire plus, 15 mètres en plus. D'accord, donc un drone qui vole à peu près à 5 mètres de haut, si je comprends bien. Alors, pas forcément. On cherche à être le plus proche du sol parce que le but est d'avoir l'ensemble de l'enveloppe magnétique du tube et le champ magnétique s'en allant en cône, plus vous allez aller haut, plus le champ magnétique va être large et plus vous devrez scanner une largeur importante et fera durer le temps de vol. Au-dessus d'une rivière, ce qu'il y a de pratique, c'est que la surface est plane, donc on se rapproche au maximum. On va voler à 1 ou 2 mètres, histoire de réduire la distance drone-canalisation. Donc, on va voler au-dessus de l'eau à 1 à 2 mètres, au-dessus de la terre à 3 mètres. Ça nous laisse plus de marge de sécurité.
D'accord. Donc on est vraiment sur une charge utile adaptable à n'importe quelle machine. Là on le voit sur un M300. C'est quel ordre de poids cette charge utile? Alors c'est pas adaptable sur n'importe quelle machine. Nous on fait des études avant pour vérifier qu'il n'y ait pas de bruit électromagnétique. On l'a testé approuvé sur des engins comme le M600, maintenant le M300. À la demande du client, on peut faire d'autres études, mais c'est quelque chose qu'on ne transpose pas sur n'importe quel drone. Merci beaucoup Ludovic. Donc on est vraiment sur un drone très technique, sur le M300. Donc vraiment une charge adaptée à cette machine. Allez, on continue la visite. On se retrouve maintenant sur le stand de l'école ENAC de Toulouse, une démonstration concernant les U-Space. Alors les U-Space, vous savez déjà ce que c'est parce qu'on avait fait un reportage chez InnovATM il y a maintenant quelques semaines. Donc je suis avec Adrian. Adrian, bonjour. Bonjour. Donc Adrian, expliquez-nous un petit peu, s'il vous plaît, la simulation là, qui est derrière nous. Bien sûr. Donc on a créé une petite démo. On simule un petit U-Space sur Toulouse avec 3 cas, c'est-à-dire un drone médical qui va faire un vol entre un hôpital et un aérodrome. Vous pouvez imaginer bien ce qu'il peut amener, du sang, quoi que ce soit. On a un drone de police qui va faire de la surveillance au-dessus de Toulouse et qui va décoller et revenir au même endroit. Et finalement un taxi drone qui va faire un vol entre l'aérodrome de Blagnac et l'aérodrome de Lasbord pour des VIP, pour quoi que ce soit, les JO 2024, comme on veut. Donc ce qu'on a créé, c'est un logiciel pour montrer plutôt comment va fonctionner un U-Space du futur, c'est-à-dire comment on aura la communication entre les services et les opérateurs, etc. Au milieu, on a l'indication de ce qui se passe avec chacun drone. Donc le drone médical était en mode de charge, c'est-à-dire la batterie était en train de charger. Elle vient de passer en mode ready to fly, ça veut dire qu'on a suffisamment de batterie, on peut demander l'autorisation, peut-être décoller. Et maintenant, on est en mode préparation. Donc ça, c'est les carrés qui défilent. En fait, à droite, c'est l'opérateur. Donc on a le drone médical qui est attaché à chaque fois à droite. Et à gauche, c'est le service qui va demander. Dans ce cas-là, il ne vole pas encore, mais en attente de vol, il demande des services. Dans ce cas-là, service météo, par exemple, parce qu'il est en préparation. Donc s'il y avait écrit mode préparation. Il demande le service météo, le service geo-awareness, c'est-à-dire un service des zones interdites, par exemple, ou information un peu où il peut aller, où il ne peut pas aller. Mode de cruise, donc en mode en route. Et pendant ce mode-là, il peut continuer de demander des services. Services par exemple de conflit, services de trafic, services de quoi que ce soit. Et quand il arrive à la destination, il se met en mode approche. Et bientôt il va atterrir. Et il va dire, voilà, mode landing. Donc il atterrit et il se remet en charge. Parce qu'il atterrit sur son chargeur directement. Voilà, c'est ce qu'on voit. Et puis à droite, bien sûr, on a la carte de Toulouse avec la position du drone pendant qu'il effectue sa mission. Une timeline ici, je vois, c'est ça, hein? Donc en dessous, on a un petit peu plus d'informations. Et pour chaque opérateur, on a leur identification légalement qu'il faut avoir, un peu comme le call sign dans l'ATM. On a la priorité. Dans ce cas-là, on appuie toutes les priorités à low, 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 priorité basse. Forcément, le drone médical aurait plus de priorité que d'autres, mais pour l'instant, on ne l'a pas simulé. Et on a un temps estimé de la mission. Dans ce cas-là, 40 secondes pour la mission médicale, une cinquantaine de secondes pour le taxi, et un petit peu plus, 70 secondes pour la police. Voilà. Donc tout ça, c'est vous qui l'avez développé à l'ENAC? Oui, exactement. C'est nous, c'est la chaire drone ITM de l'ENAC, avec nos mécènes Airbus et Soprasteria. Voilà. Félicitations. Merci. Bravo, bravo, bravo. Plein de choses surprenantes du coup à l'UAV Show. On a découvert l'école de l'ENAC que tout le monde connaît, bien évidemment, dans le milieu de l'aéronautique. Allez, on continue la visite. On est toujours à l'UAV Show, on se retrouve maintenant au niveau de la volière. Donc on a vu les drones un peu plus techniques, maintenant on va voir la partie un peu plus ludique. Je suis avec Frédéric. Donc Frédéric, bonjour. Bonjour. Donc expliquez-nous un peu Frédéric, en quoi consiste ce qu'on peut voir derrière.
Eh bien, derrière, vous avez une animation qui permet de montrer ce que c'est que le drone soccer. Le drone soccer, c'est quoi? Ce sont des matchs qui se déroulent en équipe de 3 contre 3 dans une arène qui normalement fait une dimension de 6 mètres par 3 par 3. Et ce sont des matchs qui durent 3 minutes. Dans l'équipe, il y a un striker qui est le buteur. Les deux autres, ce sont les défenseurs qui vont rester devant l'anneau, qui fait office de but. Et donc pendant les 3 minutes, ils vont combattre pour pouvoir marquer le but possible. Et donc là, on a Louis qui est avec nous. Du coup, elle est en train de piloter notre drone FPV équipé d'une caméra HD. Donc, on a monté un module avec possibilité de connecter un moniteur pour avoir la retransmission aussi bien sur un écran que lui, il a la même image sur son masque. Donc, il est en train de piloter notre drone qui est en 6S. Donc, un drone relativement puissant pour pouvoir emmener en plus la caméra. Il n'est pas conçu à la base pour faire du drone soccer, bien sûr, puisque c'est que du pilotage en vue. Donc du coup, là, on a notre produit phare, c'est l'Atom 4S, donc le modèle qui est dédié à la compétition de drone soccer. Et alors, on espère pouvoir les débuter en début d'année pour pouvoir proposer des premiers matchs nationaux en France. Sinon, déjà, il y a pas mal de gens qui s'entraînent en club. De leur côté et on essaye de fédérer l'ensemble avec la fédération de modélisme pour que du coup cette activité puisse se développer rapidement parce qu'on a quand même pas mal de retard en France. Les équipes sont déjà formées dans d'autres pays et pour certains sont déjà en compétition depuis 2019. Excellent Frédéric, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. Merci à vous. Merci.